Bonjour, bienvenue sur Innovation 110, la chaîne francophone du leadership en innovation centrée humain. Aujourd'hui, je reçois Martin Lessard, qui est directeur général du MT Lab, un incubateur à Montréal, au Québec, sur le tourisme, la culture et le divertissement. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, très très bien. Bon, Martin, vous allez voir, il baigne dans l'innovation. Il baigne dans l'innovation des startups, mais aussi des grandes entreprises. Alors, on va parler un petit peu de tout ça pour vous, entrepreneurs et intrapreneurs qui désirez passer à l'action. Et justement, comme tu connais ces deux univers, startup, grande entreprise, qui innove le mieux? C'est une question piège quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on baigne dans ce qu'on peut appeler l'innovation ouverte. Je pense qu'il faut quand même décrire et bien comprendre le concept. L'innovation ouverte veut dire qu'il existe de l'innovation ou de la recherche et développement, ou en tout cas des bons trucs, à l'extérieur de tes murs. Donc, ça peut être autant pour une jeune entreprise, une PME, une start-up aussi, que pour une grande entreprise. Donc, tout le monde baigne dans cet univers qu'on appelle l'innovation ouverte, en général, dans une région ou une ville. Et là, on se dit comment on fait pour collaborer ensemble, pour s'échanger des services ou acheter des services ou des produits, ou alors co-créer des choses ensemble, ou minimalement échanger sur l'innovation pour pouvoir tout le monde ensemble grandir, parce que le succès de l'un peut être le succès de l'autre. Dans cet écosystème-là, qui aurait une innovation ouverte, tu as des grandes entreprises qui ont leur propre force face à des startups qui ont aussi leur propre force. La startup, elle va très vite, elle est très mobile et agile. La grande entreprise, beaucoup moins en général, mais elle est comme un gros paquebot, elle peut aller plus loin, ça fonce, une grande inertie. Donc, on peut dire dans un premier temps qu'ils ont le défaut de leur qualité, ça veut dire que quand ils avancent, ils vont quelque part, ils déplacent de l'eau. Et donc, de ce côté-là, on peut imaginer que l'innovation peut aller plus loin, peut se développer plus loin. Mais comme c'est un grand paquebot, c'est plus dur à tourner. Donc, il existe des petites innovations qui peuvent difficilement rentrer. Si on dit qu'une innovation, c'est de changer de cap, bien, ils vont le faire très bien, mais avec lenteur, mais quand ils vont le faire, ça va bouger. Mais les petites innovations, c'est un peu plus difficile des fois. C'est là que les startups vont innover mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont avoir des défauts à deux endroits opposés. La grande entreprise, ils vont avoir de la misère à innover à cause du temps. Ils ont des structures à l'intérieur, des processus qui fait que quand on essaie de faire rentrer de l'innovation, ça ne rentre jamais au bon moment. C'est qu'il faut arriver au bon moment, au bon endroit, il faut que ça fitte bien, parce qu'eux, ils ont des comptes trimestriels ou annuels à rendre et ils ont le fameux paquebot, donc cette image de bouger lentement, ne peuvent pas bouger vite. De l'autre côté, les startups, elles ont l'avantage ou l'inconvénient d'être une startup, ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, mais elles ont beaucoup de temps en général. Elles essaient de dépenser le plus de temps possible pour avancer sur leur projet. Et donc, elles peuvent avancer davantage. Donc, on peut imaginer que le temps permet d'avoir une meilleure innovation, mais l'argent permet aussi d'avoir une meilleure innovation. Alors, qui gagne? Je n'oserais pas séparer comme ça. Chacun a leur qualité et leurs défauts, d'où l'intérêt de l'innovation ouverte où on puisse travailler ensemble. Ok, donc d'un côté, c'est ça. D'un côté, on a le temps, mais pas l'argent. Et de l'autre côté, on a l'argent, mais pas forcément le temps ou la rapidité. Et justement, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est l'un avec l'autre, si j'ai bien compris, hein, l'innovation ouverte. Finalement, le monde idéal serait une entreprise qui a cette puissance, qui serait entourée de satellites, de startups qui pourraient lui donner cette agilité. Ok, d'accord. Donc, on a vraiment les forces des deux. Ensuite, ben, justement, tu parlais de temps, tu parlais d'argent. Toi, tu baignes dans ce monde, aussi bien de start-up que de grandes entreprises, ce monde de l'innovation. C'est quoi les facteurs clés de succès de l'innovation? Inspiré de tes startups, parlons des startups, tu les vois venir, tu as des cohortes qui viennent chaque année, qui se développent, qui grandissent. Hein, on peut les voir après, même en sortant du MT Lab. Ils ont une autre vie, ils continuent à croître. Par rapport à toutes ces informations-là, qu'est-ce que toi, tu pourrais en retirer comme facteur clé de succès par rapport à ces observations? Ouais, par rapport à mes observations, nous, il faut quand même préciser où est-ce qu'on les observe, parce que je pense que le parcours d'une startup est assez long, puis on pourrait la diviser de cette manière-là en disant qu'il y a un départ où il y a une idée, hein, là où on fait sa preuve de concept. Ensuite, si ta preuve de concept traverse, puis c'est bien, tu vas trouver un peu d'investissement, tu vas aller faire ton prototypage.
Après le prototypage, ça veut dire que ta machine, ton projet, ton produit, ton service fonctionne bien. Tu vas aller chercher ta preuve de marché. Et c'est là que quelque part, tes premiers clients vont arriver. Puis après ça, tu as la preuve de croissance parce qu'on peut avoir des premiers clients, mais ça reste stable. Tu vas dire, ouais, c'est peut-être pas génial. Il faut faire d'abord la preuve de croissance. On peut dire qu'il y a comme 4 grandes étapes. Après ça, on peut même imaginer qu'on peut dire qu'il y a du financement, mais vous voyez un peu le chemin. Nous, là où on regarde, donc si j'ai à partager une observation, c'est du point de vue de la preuve de marché. Nous, on fait ce qu'on appelle le fit to market, la validation du marché en tourisme, culture et divertissement. Et ce qu'on voit, et ça peut marcher pour d'autres domaines aussi, donc la validation du marché, c'est d'avoir la chance, en fait, puis on le sent aussi tout le long, c'est pour ça que je pense que c'est très exacerbé dans le marché, c'est quand il y a des opportunités, il faut les saisir. Ça veut dire que ne pas trop tomber amoureux de sa solution parce que quand on va avancer, le marché va peut-être te dire c'est un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Qui parle pour le marché? Des premiers clients. Si c'est du B2C vers des consommateurs, bien alors du coup, dans un premier temps, c'est d'écouter ces consommateurs et d'être le plus proche possible. Et on l'a vu souvent, des startups pivotant en cours de route parce qu'ils ont trouvé le fameux adéquation au marché pour pouvoir avancer davantage pour aller vers la croissance. Donc, je dirais, moi, dans un premier temps, c'est d'être à l'écoute de son marché et de profiter de toutes les opportunités pour entendre. Et souvent, la confrontation qu'il peut y avoir, c'est qu'on a une idée mentale de comment ça doit être. Le marché te répond autrement. En fait, c'est plutôt une personne, un mentor, un client qui te dit ça, qui te dit autrement. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Je pense qu'il faut être très humble et écouter. À la fin, l'entrepreneur, il fera ce qu'il voudra, mais dans tous les cas, c'est le marché qui va sanctionner. OK, d'accord. Donc, un des facteurs de succès, c'est un peu, je dirais, l'humilité et puis surtout, c'est ce que je dis souvent, hein, tomber amoureux de votre client ou votre problématique, mais tombez pas amoureux de votre solution. Si autant soit toutes les heures qu'on investit dans son projet, ben parfois il faut savoir écouter. Et puis je comprends par des jours, des nuits parfois où la personne développe son concept. Et puis, comme dit Mike Tyson, hein, le premier coup de poing, ça fait mal. Ben, autant le prendre le plus tôt possible parce que après, une fois qu'on le prend, quand le produit est presque final et puis qu'on a investi beaucoup d'heures et beaucoup d'argent, ça serait bête de prendre le premier coup de poing là. OK, d'accord. Oui, là-dessus, c'est pour ça que je pense que le deuxième point qui est un peu corollaire, c'est d'avancer par projet. OK. Étape ou de manière cyclique. Donc, on connaît un peu cette image-là. C'est comme genre, on avance comme ça, puis on grandit. Donc, si vous voulez vous déplacer, je veux dire, c'est ça votre produit, mais vous pouvez commencer plus petit avant de dire que je vais construire un avion. Mais peut-être qu'on peut imaginer que vous validez avant certaines affaires pour montrer que ça marche, puis là, vous grandissez au bon moment. Sinon, on peut s'épuiser. À moins d'être sûr sur toute la ligne. Mais là, on rentre en général, quand c'est très industriel, on peut attendre 10 ans avant d'être sûr. Mais en général, quand on innove, on n'est jamais très, très sûr. D'où le fait qu'il faut avancer par prototypage rapide et avancer pour être toujours sûr que la fonctionnalité qu'on rajoute soit le plus adaptée, de vrais feedback du marché idéalement. Des fois, il y a beaucoup d'intuition. Moi, je pense qu'il faut croire l'intuition, mais éventuellement, l'intuition doit être supportée par des observations sur le marché. D'où le fait que ça revient au premier point, c'est d'écouter le marché. Le deuxième point, c'est d'y aller par étapes de prototypage. J'ai une question pour toi. Elle n'est pas simple, c'est pour ça. Mais je la pose quand même. Hein, je la pose quand même. On est d'accord, on est tous d'accord qu'il faut faire des prototypages rapides. C'est quoi un prototypage rapide? Alors, tu vas me dire, ça dépend des projets, mais le rapide, tu sais, comment tu le perçois? Le prototypage rapide, ça serait de... en fait, c'est juste pour... je trouve que c'est une bonne question. Puis, je veux dire, je pense que c'est le terme qu'on emploie dans le milieu. Ça veut juste dire qu'avance pas trop vite dans ton processus en disant que si tu dis que tu veux construire une maison, bien, construis-la pas tout de suite. Peut-être que tu vas commencer par cerner par des poteaux en disant, est-ce que cette dimension-là t'intéresse? Est-ce que tu le veux, genre, sur un étage? On commence par un étage. Est-ce que tu veux un deuxième étage? Ce qui fait que ça permet de pouvoir s'assurer qu'avec le peu de moyens qu'on a et le peu de temps, qu'on puisse avancer toujours en s'assurant qu'on avance dans la bonne direction. Si on a tout construit d'un coup, il faut être vraiment sûr, parce qu'une fois que la maison est terminée, bien, c'est ça que tu vends. Elle n'a plus de place pour changer. Tu ne peux pas changer une porte de place après la construction. Et donc, c'est dans ce sens-là que le rapide, c'est d'avancer par des étapes que tu peux montrer et t'assurer qu'à chaque étape,
il y a quelque chose qui te donne le goût de dire je peux aller un peu plus loin. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on met le mot rapide. Et la rapidité peut être aux 6 mois pour certains parce que c'est compliqué. Mais souvent, je pense que selon à l'étape où on est, des fois, ça peut être au mois. Moi, je pense qu'il y a même là qui vont dire qu'ils vont sortir à la semaine. Plus c'est rapide dans ce sens-là, plus en général, on est de l'ordre du logiciel. Les logiciels peuvent être rapidement mis à jour en général sur un release par semaine. On peut l'imaginer. Quand c'est pas nécessairement de l'informatique, mais c'est aussi des produits électroniques, là, ça peut être un petit peu plus long. Donc, on peut imaginer qu'un cycle soit plus long. Mais là, rendu là, je ne pense pas que c'est l'idée de rapidité étant une journée versus un an. C'est genre, selon votre produit, essayez de ne pas trop avancer. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Donc, pour les gens qui nous écoutent, quand on leur dit qu'il faut faire du prototypage rapide, il ne faut pas stresser en disant « Oh mon Dieu, mon projet, là, il n'a pas avancé pendant une semaine. Là, je suis en retard, je ne suis pas en retard. » Non, OK, on respire. Puis quand on dit prototypage rapide, il faut aussi relativiser par rapport à son activité, par rapport à son produit, par rapport à son marché. Donc, la rapidité. Mais ce que j'entends… Peut-être juste pour remarquer sur ce que tu viens de dire, ça m'inspire, c'est que pour savoir si on a… Pensez au pas de temps. Si on dit que c'est un pas de temps à la semaine, puis vous dites que vous avez 52 pas avant un an, est-ce qu'un an, c'est trop loin pour vous ou pas? Avez-vous encore de l'argent dans un an? Puis si 52 étapes, ce n'est pas suffisant, il faudrait accélérer. Si c'est trop d'étapes, alors du coup, vous dites que c'est aux 6 mois, alors il y a 2 étapes d'ici un an. Et comme ça, on est capable de pouvoir évaluer sa rapidité pour soi et non pas vis-à-vis un éternel infini qui est genre, il faut se comparer par rapport à soi-même. Mais l'idée d'avoir un pas de temps sur un an et demi, en général, on se dit qu'en un an et demi, il faut avoir fait ses preuves pour une start-up. En général, tu dois avoir quelque chose qui te donne le goût de continuer, puis des fois peut-être 3 ans, mais dans ces eaux-là, un an et demi, bon, c'est 18 mois, donc c'est 18 pas de temps, donc c'est 18 livraisons. Est-ce que c'est trop passé pour vous? C'est là que vous pouvez décider. Magnifique, magnifique. Et puis l'image, comme tu dis, l'image de la maison, il faut toujours construire. Alors on s'entend par itération, parfois on construit, puis on revient, puis on dit, oh, finalement, non, c'est l'avantage de l'itération, hein, c'est qu'on est au 2e étage, puis on s'est dit, oh, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Mais encore une fois, pas de stress, parce que c'est mieux de s'en rendre compte maintenant que quand on est arrivé à la charpente et puis au toit. Donc, OK, parfait. Donc, facteur clé de succès, on est là sur tout ce qui est écoute, tout ce qui est prototypage rapide, hein, pour justement construire. Et la rapidité, c'est relatif. On respire, on ne se compare pas aux autres et on se compare simplement à soi-même et puis à nos propres objectifs. Bon, on met un peu le cadre là sur quels sont les facteurs clés de succès d'une startup, mais les pièges à éviter. Alors, on en a parlé, hein, on se compare aux autres. Alors, ah mon Dieu, ça peut être un piège de se comparer et puis finalement, on ne focalise pas sur ce qu'on veut, mais on se compare aux autres qui avancent à un certain rythme. On a vu tout à l'heure le piège de tomber amoureux de sa solution, de son produit. Quels sont les autres pièges que tu as pu voir justement avec toutes les startups que tu as pu rencontrer à éviter quand on innove, ou voire même dans les grandes entreprises? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a un piège, c'est comme genre, pour faire attention, c'est un peu comme une sirène, on se fait attraper par la sirène. C'est le piège des comment je pourrais dire ça? C'est de la reconnaissance. La reconnaissance médiatique. On gagne des prix, on gagne peut-être même des bourses des fois. Et donc, tu dis, hey, c'est avec ma solution, ça a marché. Tes clients te disent, hey, c'est bien ton projet, tu devrais rajouter ceci. Ça, pour moi, c'est un piège. Enfin, se faire féliciter, c'est super génial, mais le piège, c'est de se contenter de ça comme étant une adéquation au marché. C'est là qu'il y a un danger. Tu gagnes des bourses, tu gagnes des reconnaissances, tu as des articles dans le journal, on te dit c'est bien, c'est bien, c'est bien. La vraie mesure, c'est les achats. Il y a quelqu'un qui doit acheter. C'est ça la vraie mesure. C'est un bon d'avoir le reste. C'est une erreur de penser que c'est une indication du marché. Oh, OK, d'accord. Très intéressant. Ça aide beaucoup. C'est un réconfort. Mais je veux dire, rapidement, on se dit, OK, j'ai un signal,
Maintenant, il faut que ça se transforme. Et c'est dans la transformation que souvent il y a le piège de ne pas le faire la transformation. Moi, je pense qu'il faut prendre pour ce que c'est, les bourses ou des subventions ou juste des reconnaissances médiatiques, des invitations et tout. Moi, je pense qu'il faut le reconnaître. Mais si tu ne le transformes pas, ben, je veux dire, à mon avis, il faut diminuer le travail de ce côté-là puis te concentrer sur le client. Parce que souvent, on va se retrouver à vouloir demander des bourses ou participer à des concours, de se faire voir, d'avoir des articles. C'est bien, mais ce temps-là, ben, je veux dire, il est retiré de la recherche de ton client qui, lui, valide vraiment celui qui va payer. Et donc, pour moi, c'est un danger. C'est un danger de type la sirène. On s'en rend tellement pas compte, ça fait tellement bien, on travaille tellement fort que quand tu te fais reconnaître, tu dis oui, enfin, puis tu peux te faire mener, je veux dire, il y en a qui peuvent se faire mener très loin, puis découvrir en fait que il y avait des pieds d'argile quand tout d'un coup, il est temps de livrer après le 1 an et demi, 3 ans là, dans ces eaux-là. Là, c'est temps de livrer, puis là, ça ne lève pas. Ben, tu es fatigué. Les financiers, je veux dire, ils vont être fatigués. Ils ne vont pas t'attendre nécessairement. Je veux dire, ils sont contents que mais il faut que ça se transforme en traction. Donc, ce qu'on appelle la traction, c'est le terme qu'on emploie, une traction de ton produit sur le marché selon ton modèle d'affaires. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est même entrepreneur ou innovateur ou dans une start-up, on est souvent seul. On est souvent, c'est pour ça qu'il faut créer un entourage. Et donc, cette reconnaissance, finalement, donne un baume au cœur. Et puis, on se sent reconnu. Mais tu as raison, il faut célébrer les reconnaissances, mais coller à notre parcours, coller à notre objectif commercial, à notre objectif de développement. OK. Très intéressant. Un autre exemple, parce qu'il y a du monde qui font ce qu'on appelle des lancements sous-marins. Ils sont en sous-marin, puis ils disent à personne qui sont en général, c'est ceux qui ont déjà fait une première ou deuxième start-up, ils savent comment ça marche. Ils sont en sous-marin, ils ne veulent pas le dire souvent parce que la solution, ils ne veulent pas que les concurrents sachent que ça arrive. Là. Mais pour moi, c'est la preuve que si tu peux vivre en sous-marin puis sortir comme il faut, je veux dire, ça veut dire que quelque part, tu peux vivre sans cette reconnaissance médiatique parce que ce qui compte, c'est le produit. Donc, il faut juste y penser. OK, intéressant. Un autre piège à nous partager? Ben oui, l'autre piège, ça serait au niveau financier. Effectivement, c'est encore, là ça devient traite parce que on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est comment tu investis ton temps ou ton argent sur des features, des fonctionnalités de ton produit ou ton service et de ne pas se rendre compte que c'est un gouffre par rapport à ce que ça rapporte. Parce que souvent, on va dire, ah oui, il nous faut ça, mais la chose qui fait vendre, ce serait le troisième truc. Puis là, on dit, ben oui, mais c'est moins important. Mais oui, mais si c'est le troisième truc qui fait vendre, le temps ou ton argent, ou en tout cas une bonne proportion, doit être dans la troisième portion. C'est ça qui fait vendre. Et donc, le piège, c'est de se dire, mais il nous faut faire A, B, C avant. Oui, je comprends bien, mais est-ce que tu es capable de faire C en premier si c'est ça qui fait vendre? Et donc, souvent, il y a comme une logique de travail, de financement qui est tout à fait logique. Donc là, c'est un piège, à mon avis, de celui qui veut bien faire les choses. Et souvent, pour moi, en soit ça, c'est ma lecture à moi des startups, c'est ceux qui brûlent ou celles qui brûlent des étapes. Si tu ne brûles pas des étapes, tu es une compagnie comme les autres, ce qui est tout à fait correct aussi. On s'entend, c'est bon de suivre des règles, mais une startup va vouloir sauter certaines étapes. Et donc, de se dire, il faut le faire de cette manière-là, je crois qu'à certaines étapes de sa vie, il va falloir les sauter. Il arrive un temps, je pense, que quand on a fait sa preuve, là, on commence à se consolider, là, on passe à autre chose. Mais je pense que de l'idéation au prototypage à l'accès au marché, tu as intérêt d'aller vite parce que tu ne vas pas attendre 3-4 ans avant que l'argent arrive. Et si tu as tout brûlé sur la fonction A, B, puis tu ne t'es pas rendu à C, c'est le deuxième piège. OK, en effet, d'accord. Donc oui, faut suivre des processus, mais il ne faut pas non plus trop s'attarder sur certaines étapes qui permettraient, à un moment donné, on est là pour résoudre la solution. Ouais, c'est ça. Okay. Puis c'est là, c'est à la fois, mais c'est l'intelligence ou le hasard qui fait quelquefois qu'on peut le découvrir. C'est l'étape C qu'il fallait faire en premier. Mais des fois, on dit, mais oui, mais il faut quand même faire les autres. Mais est-ce que tu peux mettre moins de temps là puis juste faire ce qu'on dit souvent, c'est fake it until you make it. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu peux t'arranger pour investir le peu de temps et d'argent qui te reste, quelque part, je veux dire, 1 an et demi, 3 ans, ça reste limité. Et donc, si tu l'as bien divisé puis que tu es convaincu que c'est la partie 3 qui fait vendre, ben j'y penserais avant de dire d'avoir tout épuisé puis de dire que j'arrive à 3 puis il est un peu trop tard parce qu'il est dans le temps, c'est trop loin, il est trop tard pour vendre puis ça te fait faire tu dois forcer la vente rapidement puis là, ça devient compliqué. Donc, il y a tout ce jeu-là et ça fait partie du défi de partir une startup. Si on parle de l'humain,
Tu sais, le comportement, on en a un peu parlé, mais tu sais, le comportement de l'intrapreneur ou de l'entrepreneur face à l'innovation, quel type de conseil tu pourrais donner par rapport au comportement? Donc là, on a vu des pièges, on a vu des processus, toutes ces choses-là. En termes de comportement, le mindset de l'innovateur ou dans l'intrapreneur ou dans l'entrepreneur, c'est quel type de mindset que tu conseillerais d'avoir pour justement innover? Ouais, écoute, je vais te dire ma préférence, mais je Oui, crois que les deux fonctionnent. Tu as deux attitudes qui sont c'est les deux côtés d'une même pièce finalement. C'est tu sais ce que tu s'en vas puis tu n'écoutes personne. Puis, ou alors l'autre, tu écoutes les autres puis tu apprends. Je favorise le deuxième. Le premier, je pense qu'il faut vraiment savoir, en fait, parce que je pense que c'est par principe une start-up, elle avance en tâtonnant un peu. Donc, l'idée de savoir qu'est-ce qu'elle veut, c'est pas évident, mais quelqu'un me dit oui, je sais où est-ce qu'on s'en va. C'est comme un artiste qui doit donner son trait artistique, puis c'est son art qu'on voit. La startup n'est pas toujours comme ça, mais je conçois qu'on peut vivre comme ça. Mais moi, je favorise, parce que c'est plutôt une moyenne, on parle à du monde quelque part, qui essaie de démarrer l'entreprise, donc ils ne savent pas nécessairement où ils s'en vont. Je dirais que c'est la deuxième partie. Soyez à l'écoute, soyez coachable. C'est excessivement difficile, il faut être humble par rapport à ça, parce qu'on dit on sait où on s'en va, puis vous allez finir par savoir beaucoup plus que n'importe qui, c'est votre solution. Plus vous allez avancer, plus vous allez savoir. Vous allez entendre des trucs sur votre produit, puis OK, d'accord, oui, mais écoutez, parce qu'à chaque fois, c'est d'une certaine manière, c'est des recommandations de clients, de mentors, d'experts qui vont vous dire des choses. Tout est bon à prendre. Pourquoi? Parce que votre temps est précieux. Vous voulez sauter des étapes, vous voulez prenez le maximum. Puis c'est vous, de toute façon, à la fin, c'est pour ça que je dis que la première portion de savoir ce qu'on s'en va reste, parce que dans le fond, c'est vous qui menez la barque, vous avez les mains sur le volant. Ben, vous prenez la décision au final. Mais si vous écoutez pas et vous n'êtes pas coachable, ben, pour moi, il manque quelque chose. Ceci dit, je pense qu'il y a un mélange des deux, mais oui. pour moi, c'est comme je pense qu'il faut qu'on parle de ça en premier, et là, après ça, on peut rééquilibrer, là, mais parce que souvent, on pense qu'on doit savoir ce qu'on s'en va, puis il faut que je sois le maître à bord. Moi, je pense que ça peut être un danger pour beaucoup de personnes. Ceci dit, je pense que les deux voies se font. Je pense que dans ta question, je crois que c'est ça que je vais répondre, c'est soyez coachable et soyez à l'écoute. Vous pouvez apprendre beaucoup. C'est comme un don de la communauté, de l'écosystème que vous recevez. Profitez-en. Puis je rajouterais une chose, c'est que écoutez, mais écoutez les bonnes personnes. Oui, C'est-à-dire, oui. n'écoutez pas votre belle-mère. Bah, ok, d'accord, on ne dit pas les belles-mères, mais hein, n'écoutez pas les gens de votre famille, n'écoutez pas vos amis, écoutez la cible que vous définissez. Parce que c'est vrai qu'on peut vite partir en girouette à écouter un peu tout le monde. Ah ben moi je mettrais ça, moi je mettrais ça. Non, et définissez vraiment bien votre cible. Oui, là-dessus, oui, je pense que ça, c'était sous-entendu, mais c'est important de le préciser. Écoutez votre cible, puis à la limite, vous allez apprendre aussi à écouter des gens, parce que des fois, je pense que c'est pas tout le monde qui est 100% votre cible. Des fois, c'est du monde 50%. Donc, essayez de voir quel est l'intérêt de la personne pour qui vous dit ce commentaire-là. Si on prend votre ami qui dit ça, mais il ne va pas l'utiliser, ben c'est peut-être 1% de ce qu'il va dire qui est intéressant. Puis un potentiel client qui dit ça, ben c'est peut-être 50% de ce qu'il dit qui est intéressant. Puis votre client final, puis pareil pour un mentor. Un mentor, c'est quoi son intérêt? Lui, quoi, il veut investir chez vous. C'est quoi son intérêt quand il vous dit quelque chose? Là, vous pondérez ce qu'il dit en disant, oui, lui, il a intérêt à dire la vérité, donc je vais prendre tout ce qu'il me dit comme étant quelque chose d'intéressant. Ou un expert, il faut juste savoir, s'il est expert en ceci, ben, il va juste vous parler de la portion qu'il connaît. Donc, encore là, c'est juste, comme je pense que tu résumes bien, c'est écoutez les bonnes personnes, mais je crois que des fois, il faut prendre des pourcentages de ce qu'on entend, puis c'est pour toujours faire de flèches de tout bois. Puis effectivement, si un ami peut vous donner 1% de commentaires, c'est bien, mais ne tournez pas en girouette. Je pense que c'est la meilleure image qu'il faut éviter. Il y a une chose aussi, c'est parfois écouter les gens qui ne vont pas consommer votre produit. Ah, c'est vrai. C'est Clayton Christensen qui dit bah, finalement, allez voir les non-consommateurs. On en s'entend, ce n'est pas votre cible, mais allez voir vos non-consommateurs, puis vous allez tout de suite rapidement voir pourquoi ils ne consommeraient pas votre produit. Et là, ça pourrait même vous donner des idées pour développer certaines choses. Pas pour aller chercher les non-consommateurs, mais c'est toujours intéressant de se dire pourquoi vous n'allez pas consommer cette chose-là. Et là, on va aller définir des besoins qui pourraient être développés dans votre solution. Justement, continuons dans le comportement, dans l'humain. Tu as eu la grande gentillesse de m'inviter avant la pandémie, hein, quand on pouvait tous se voir à une conférence sur l'empathie
hein, l'empathie, le pouvoir de l'empathie dans l'innovation et principalement donc avec l'approche design thinking. Comment toi tu vois l'empathie dans le milieu des affaires? Comment tu vois l'empathie justement dans cette approche d'innovation et des affaires? Ben, écoute, je dirais que c'est quelque chose qui traverse effectivement, au moins en partie, mais je pense beaucoup plus qu'à ce qu'on pense. Parce que, encore là, c'est dans la culture des entrepreneurs, il y a toute une manière de nommer ce qu'on vit. Puis un des trucs, c'est qu'on est là pour changer le monde. On est là pour trouver la solution qui répond aux besoins. Mais pour moi, il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'empathie au point de départ. Oui, évidemment, je pense qu'on veut devenir riche aussi. Il ne faut pas exclure ça, mais je pense qu'il y a une volonté de dire, en général, le premier client, c'est soi-même, c'est-à-dire j'ai un problème avec ça, ou alors quelqu'un de très proche, et je veux le résoudre. Donc, il y a déjà une forme d'empathie. Puis pour moi, alors, c'est la continuité. L'empathie, effectivement, elle devrait être au centre, mais on dirait qu'elle est comme genre cachée, mais je pense que si on peut la reconnaître, tel quel. Moi, je pense que c'est un mot que je n'utilisais pas beaucoup avant que je te connaisse. Et maintenant, je le comprends. Je pense que je le faisais, mais pas avec ces mots-là. Mais l'empathie me semble être au cœur du point de départ. C'est ça qui est un peu contradictoire. Les entrepreneurs, c'est un peu au cœur du capitalisme, qui est a priori l'anti-humain. C'est une image qu'on se donne dans la culture. Et on parle d'empathie. Et je pense que ça fait partie de toute la mythologie autour des startups. Et je pense que ça fait comme c'est bon à entendre quelque part que cette forme d'empathie, elle est inscrite quelque part dans l'ADN d'une entreprise innovante. Dans tout ce domaine d'innovation-là, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des organismes qui t'inspirent? C'est quoi ton inspiration par rapport à ça? Écoute, je peux te nommer des organisations. Je vais peut-être commencer par des types d'organisations. Ouais. Moi, je t'avoue que, encore là, c'est toute la mythologie dans le monde des startups. On parle de licorne, on parle d'incubateur, d'accélérateur. Il y a tous des mots comme ça que je pense que c'est fabuleux. Donc, a priori, dans un premier temps, moi, c'est les incubateurs qui me fascinent le plus. C'est du monde qui garde au chaud d'autres personnes pour qu'ils puissent grandir. Donc, il y a comme un dévouement pour d'autres qui puissent grandir. Je trouve ça fascinant. Donc, dans un premier temps, moi, les incubateurs me fascinent. Puis celui qui m'a fasciné le premier, c'est le Santec de l'École des technologies supérieures à Montréal, parce que c'est un centre qui existe depuis une trentaine d'années, qui s'est renouvelé à peu près 5 ou 6 ans quand Richard a pris la tête du Santec, puis l'a amené un petit peu plus loin, puis vraiment puis le rendre plus incubateur. Je pense que c'était un centre d'entrepreneuriat, puis on dirait qu'un accélérateur, on peut jouer sur les mots, mais un accélérateur, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre plus qu'un centre d'entrepreneuriat. Un centre d'entrepreneuriat, on sent qu'il y a quelque chose, voici les bonnes méthodes, on doit commencer par un plan d'affaires, on va te faire un plan d'affaires, alors que dans un incubateur, on dirait qu'on te permet de brûler des étapes, parce que pour moi, ça joue pour beaucoup. Ton plan d'affaires peut être plus ou moins correct, mais si tu arrives à avoir des clients, c'est correct. Alors que de l'autre côté, on dirait que si tu n'as pas un bon plan d'affaires de 5, 10, 50 pages, on dirait que tu ne peux pas avancer. C'est l'image qu'on a des deux. Donc, dans un premier temps, moi, ce qui m'a inspiré beaucoup, c'est toute l'aura autour des incubateurs. Donc, le Santec. Et ensuite, j'en ai découvert aussi d'autres en France, à Paris, le réseau Paris & Co. Moi, je trouve ça fascinant. Ils ont des réseaux d'incubateurs sectoriels. Ils en ont plus d'une dizaine en culture, en tourisme, en sport. Donc, vraiment, moi, je trouve ça fascinant de voir qu'ils sont capables de pouvoir scinder puis de regrouper pour une ville, pour Paris, ces divers verticaux. Et on va terminer par un livre. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui, justement, aux intrapreneurs et puis aux entrepreneurs qui veulent passer à l'action, puis innover? Oui, ça serait quoi comme livre? J'en ai un. En fait, il existe beaucoup de livres, effectivement. Je pense qu'on peut prendre certains classiques, mais je vais être dans la continuité de ce que j'ai dit. Très pratico-pratique, très terrain. Et le livre qui me fascine par rapport à ça, c'est le Business Canvas Model, qui est un genre de guide qui t'apprend à déposer des bonnes idées dans des cases toutes préfabriquées pour t'aider à faire ton plan d'affaires. Puis moi, ça me fascine de voir quand sur une page que tu peux voir ton plan d'affaires
d'un coup d'œil. Un plan d'affaires, c'est plusieurs pages en général, mais de le voir sur le business Canva, sur le modèle de Canva, je trouve ça fascinant. Ce livre-là, pour moi, c'est un must-have. Il faut l'avoir, parce que ça. Puis il a l'air facile, puis il n'est pas si facile que ça. Puis ça permet de pouvoir justement dire, ah, c'est là que j'ai des faiblesses. C'est là que tu peux dire, il faut que je trouve des partenaires, il faut que je trouve un cofondateur, il faut que je trouve une ressource qui va m'aider là, parce que je me rends compte que c'est faible quand je mets quelque chose là. Puis ça permet de voir. Je trouve que c'est tellement révélateur, tellement simple, tellement terre à terre. Et pour moi, c'est comme le truc à faire au début, quand on fait une preuve de concept. Avant même de faire un plan d'affaires, on dirait qu'il faut remplir ça. D'où le fait que pour moi, c'est mon livre que je recommande. OK, donc finalement, ça permet de se poser les bonnes questions. Oui, c'est dans plein ça. Et quelque part un peu tout seul, si tu veux, parce que souvent, quand on commence, on est tout seul dans son garage, comme on dit. Puis moi, je suggère qu'il faut absolument se faire accompagner par ces incubateurs, centres d'entrepreneuriat, accélérateurs, évidemment. Mais souvent, les premières étapes, on est tout seul. Et pour moi, c'est un bon guide d'autodiagnostic en disant ça tue de l'allure. Et ensuite, ça devient un outil pour communiquer avec d'autres. Puis éventuellement, là, tu vas passer à un plan d'affaires peut-être écrit, puis à plein d'affaires. Mais pour moi, c'est comme un bon point de départ. Il y en a peut-être plusieurs. Celui-là, moi, je l'apprécie beaucoup. Parfait. Bah, écoute, on met le lien en dessous. Martin, je te remercie beaucoup de ce temps que tu partages avec nous, de cette classe de maître sur les startups et l'innovation. Je te souhaite justement de continuer avec le MT Lab sur l'avancée que tu as fait depuis la construction de cette… Exactement. Donc, bon anniversaire sur les 5 ans. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis j'espère que ta chaîne va grandir. Je pense que ça vaut la peine. Et il en faut des chaînes comme ça. Pour ceux qui veulent passer à l'action, hein, donc, et si vous avez aimé l'intervention de Martin, mettez un petit pouce, partagez. Et puis en attendant la nouvelle vidéo, passez à l'action et innovez à 110%. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Innovation 110%. Salut Martin, bye bye.